Le matin où le photographe a déplacé le fauteuil Louis XV de quelques centimètres vers la fenêtre, j'ai compris que je n'étais plus vraiment chez moi, seulement dans une image. La lumière de novembre entrait en biais, caressait le plateau en marqueterie de mon secrétaire à cylindre, soulignait les fils légèrement passés du tapis de la manufacture des Gobelins. Tout était calme, trop calme. On parlait à voix basse, comme dans une chapelle. On appelait cela le quiet luxury. Moi, j'appelais cela la fatigue bien élevée. Je souriais. Je savais encore sourire. J'avais appris très tôt que le sourire est une serrure. Il empêche les autres d'entrer là où ça fait mal. On m'a demandé de verser le thé. J'ai choisi la théière en porcelaine de Sèvres, celle dont l'émail porte une fêlure invisible, comme une ride intérieure. Elle ne figure sur aucun inventaire. Pourtant, je la reconnaîtrais les yeux fermés, à son poids exact, à la manière dont le bec verseur retient une goutte avant de céder. Les objets ont une mémoire. Les copies, elles, n'ont qu'une surface. Antoine passait et repassait derrière moi. Il portait ce nouveau costume, trop léger pour la saison, une coupe parfaite, sans histoire. À son poignet brillait une montre connectée, écran noir, muette. La mienne, je l'avais remontée ce matin-là. Une vieille Cartier, héritée d'un temps où l'on réparait ce qui cessait de battre. Le tic-tac me rassurait. Lui regardait son poignet comme on regarde un oracle. Quand le photographe a demandé une pause, je me suis retirée dans la salle d'eau. J'ai fermé la porte à clé. Le miroir me renvoyait un visage calme, presque convaincant. J'ai ouvert la petite boîte en argent Christophe le posée sur l'étagère. 2 comprimés. Toujours 2. Je les ai avalés avec un peu d'eau froide, sans grimacer. La dignité passe aussi par là, ne pas laisser la douleur se voir. De l'autre côté de la cloison, j'ai entendu le parquet craquer. Pas n'importe comment. 3 lames, toujours les mêmes, près de la porte de service. Antoine connaissait ces bruits depuis l'enfance, moi aussi. Ce plancher est un instrument de musique. Mal joué, il trahit tout. Puis, il y a eu ce silence, trop long, un silence électronique. Quand je suis revenue au salon, Antoine avait le front humide. Pas assez pour alerter les autres, juste assez pour moi. Son téléphone était retourné, écran contre la table en chêne massif. J'ai reconnu ce geste. On cache ce qu'on ne peut pas expliquer. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux. « Oui, maman, juste le travail. » Le travail. Ce mot creux. Dans ma jeunesse, le travail avait une odeur, celle du papier, de l'encre, du cuir des dossiers. Le sien n'en avait aucune. Il vibrait dans une poche, parlait une langue étrangère et disparaissait aussitôt. Je l'ai observé traverser le salon. Il a frôlé ma console directoire où reposait un chandelier en argent du XVIIIe siècle. Je savais, sans regarder, que l'un des deux était plus froid que l'autre. Le vrai garde la chaleur plus longtemps, comme s'il résistait au présent. Personne n'a rien vu. C'était le principe même de notre monde. Quand l'équipe est partie, laissant derrière elle une odeur de parfum trop cher et de câbles chauffés, j'ai fait le tour de l'appartement. Lentement, méthodiquement, comme on le fait après un deuil. Là où devait se trouver le second chandelier, il n'y avait plus qu'un vide parfaitement poli. Antoine est apparu derrière moi. Je l'ai envoyé chez l'orfèvre, un étrayage. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Parce que déjà je savais, et parce que parfois, se taire est la seule manière de rester élégante quand tout commence à se fissurer. Quand on a vécu longtemps dans un appartement haussmannien, on apprend que le vide n'est jamais neutre. Il a une forme, une température, une façon de refléter la lumière comme un reproche. Le lendemain du shooting, je me suis réveillée avant l'aube, quand Paris n'est encore qu'un souffle gris derrière les rideaux. Dans le couloir, le parquet a gémi sous mon poids. Une plainte discrète, comme un vieux domestique qu'on aurait oublié de remercier. J'ai suivi la ligne des tapis, ceux qui amortissent les pas, ceux qu'on pose non pas pour la beauté, mais pour la paix. Le chandelier manquant me hantait moins par sa valeur que par l'effronterie du geste.
Un objet de cette maison ne disparaît pas comme une paire de gants. Il est inscrit dans une géographie intime. La console, le reflet dans le miroir, l'ombre portée à 17 heures, l'équilibre entre les deux flammes. Un seul chandelier, c'est une phrase à laquelle on aurait arraché un mot. Dans la cuisine, Raymond avait déjà ouvert les volets. L'odeur du café s'est répandue doucement, sans brusquer, comme lui. Raymond ne parle jamais pour ne rien dire. Il pose les choses, il range les silences. Je me suis assise à la table en marbre, près de la porte qui mène à l'escalier de service. Cette porte, la plupart des invités la confondent avec un placard. Pourtant, elle raconte toute une époque, celle où l'on faisait entrer le monde par la grande porte et sortir les vérités par la petite. J'ai tourné la cuillère dans ma tasse. 1, 2, 3 rotations. Le même geste que ma mère, que ma grand-mère. Les vieux rituels sont des barrières contre la panique. Antoine est arrivé un peu plus tard. Il était déjà habillé, trop vite, comme s'il avait dormi debout. Ses chaussures, pourtant de bonne facture, sonnaient creux sur le parquet. Un homme qui n'a pas dormi n'habite plus son corps, il le traverse. « Tu vas chez l'orfèvre, alors ?» ai-je demandé d'un ton presque léger. Il a souri sans montrer ses dents. Oui, il fallait le faire avant la fin de l'année, pour l'assurance, tu sais. Le mot « assurance » est resté suspendu. Je l'ai regardé attraper son téléphone, à peine 1 seconde, puis le remettre dans sa poche. Ses doigts tremblaient, légèrement, pas assez pour qu'un étranger le remarque, mais une mère remarque tout, même ce qu'elle refuse de voir. Ce matin-là, j'ai eu un besoin étrange, vérifié, pas comme une femme soupçonneuse, comme une femme qui veut retrouver sa respiration. J'ai ouvert le secrétaire à cylindre et j'ai senti tout de suite l'odeur du bois, un chêne ancien, patiné, légèrement acidulé comme un livre trop consulté. Les copies, même parfaites, trahissent une odeur neuve, un plastique discret, une absence de poussière vraie. Le temps laisse une signature et le faux, malgré la technologie, reste muet. J'ai pris la loupe dans le tiroir du bas, une habitude de mon défunt mari qui aimait vérifier les filigranes et les poinçons. J'ai observé les couverts Christofle, rangés dans leur écrin. J'ai cherché le petit défaut sur la fourchette à poisson, une dent très légèrement tordue depuis 1989, un Noël où Antoine avait voulu aider. Elle était là, rassurante, alors tout n'était pas encore tombé. Mais quand je suis passée au salon, mon regard s'est arrêté sur le tapis des Gobelins, un motif floral très précis, et pourtant une nuance semblait plus vive, comme si une feuille avait été repeinte. J'ai effleuré la laine du bout des doigts, elle était trop régulière. Le vrai, lui, a des zones plus usées, des poils couchés par les années, des endroits où la main glisse différemment. Je n'ai pas insisté, pas encore. À midi, Antoine a prétendu avoir un rendez-vous urgent. Il est sorti par la grande porte, avec cette élégance pressée qui ressemble à la réussite. Je l'ai regardé descendre l'escalier principal, croiser la gardienne, échanger 2 phrases, sourire. Tout semblait normal. Mais 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte de service. Un cliquetis bref, le frottement d'une clé, puis ce pas que je connais, le pas de quelqu'un qui marche en évitant certaines lames du parquet, celles qui craquent. Raymond, lui, a la démarche silencieuse de ceux qui ont été formés à ne pas exister. Antoine essayait d'imiter. Je suis restée immobile dans le couloir. Mon cœur n'a pas accéléré, il s'est rétracté. Par l'entrebâillement, j'ai vu une ombre glisser vers l'escalier de service, un sac long, étroit, enveloppé dans une housse grise, pas assez grand pour un tableau, trop grand pour des papiers, la taille exacte d'un chandelier ou d'un bronze. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas appelé, parce qu'à cet instant précis, une autre vérité s'est imposée,
froide et claire. Ce que je croyais être un simple objet manquant était peut-être le début d'un effondrement. Et dans notre monde, l'effondrement commence toujours par quelque chose qu'on veut faire passer pour un détail. Le 3e jour, j'ai compris que l'effondrement ne fait pas de bruit. Il se présente bien, il sonne à l'heure. Il était un peu plus de 10 heures quand la sonnette a vibré. Pas le carillon aigu des livreurs, mais la note grave, tenue, presque respectable, qui appartient aux visiteurs sûrs d'être attendus. Raymond a entr'ouvert. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. L'air du couloir s'est chargé d'une odeur de cuir neuf et de pluie froide, comme un dossier qu'on viendrait déposer sur une table. Monsieur Lucien Morel s'est avancé dans le salon avec cette politesse si parfaite qu'elle devient une arme. Manteau sombre, écharpe discrète, mallette sans logo, sourire mesuré. Il avait le regard des hommes qui comptent sans jamais paraître avare, un regard qui pèse, qui évalue, qui n'oublie rien. Il a expliqué calmement qu'il venait pour une mise à jour annuelle de notre contrat. Les assureurs, a-t-il dit, veulent sécuriser les collections, adapter les valeurs, éviter les surprises. Le mot surprise a glissé dans la pièce comme une lame fine. J'ai offert du thé, Sèvres, encore, toujours la même. On tient à ces rituels quand l'extérieur veut entrer. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai posé la tasse devant lui et il a remercié comme un homme qui remercie une institution, pas une femme. Antoine est arrivé en retard, trop parfumé, trop souriant. Sa montre connectée s'est allumée au moindre geste comme si elle respirait à sa place. Il a serré la main de Lucien avec une vigueur légèrement excessive. Le parquet a craqué sous son talon, la mauvaise lame, celle qu'il évitait d'habitude. J'ai vu dans ses yeux cette seconde de panique quand le bois parle trop fort. Lucien a sorti un dossier. Pas un gros classeur, non, une chemise sobre avec des onglets. Il a prononcé des noms comme d'autres citent des prières. Commode Louis XV, guéridon marqueté, argenterie Christoffel, pendule Empire. Il savait, il avait lu. Et lorsqu'il a levé la tête vers le mur où le tableau, à la manière de Fragonard, trônait depuis des années, son silence a été plus éloquent que toutes ses phrases. Il s'est approché, sans se presser, il n'a pas touché, il a seulement regardé, comme on observe une personne qui ment bien. « La lumière est magnifique ici », a-t-il murmuré, « très révélatrice. » Antoine a ri, un rire trop bref, trop sec. Moi, j'ai senti derrière mes côtes le vieux réflexe du maintien, tenir le monde sur un fil, sourire, ne rien laisser déborder. Lucien a demandé à voir l'inventaire notarié. Il a dit ces mots comme s'ils étaient anodins. Je l'ai conduit vers le secrétaire à cylindre. J'ai sorti les papiers, ceux qui s'empilent depuis que mon mari est mort. Attestation d'indivision, déclaration de succession, évaluations anciennes. Et là, devant cet homme qui sentait la rigueur, j'ai dû poser sur la table notre faiblesse la plus intime, la contrainte. Je ne pouvais pas vendre l'appartement, pas seul. L'acte était pris dans une indivision complexe, une promesse ancienne, des signatures qui ne m'appartenaient plus complètement. Et puis il y avait l'impôt, le fisc, les contrôles, cette surveillance française qui ne laisse pas l'argent circuler comme une rivière, mais comme un compte-rendu. Les liquidités, chez nous, étaient devenues un fantasme. C'est pour cela que les objets pouvaient, eux, se transformer en billets, sans trace, sans banque, sans alerte. Lucien a hoché la tête, trop compréhensif. Et la compréhension, chez certains, est une manière de serrer la gorge. Quand Antoine a proposé de reporter la visite à la semaine prochaine, Lucien a souri, encore. Bien sûr, mais vous comprenez, monsieur Beaumont, nos délais de fin d'année sont stricts. Stricts, le même mot que les redressements, le même mot que les échéances. Puis, comme par hasard, la sonnette a retenti, de nouveau. 2 hommes sont entrés dans l'immeuble au même moment, vus depuis le salon par la fenêtre. Manteau bien coupé, chaussures impeccables, cheveux disciplinés. Il n'avait rien d'une menace vulgaire, il aurait pu sortir d'un vernissage, d'une salle de vente, d'un cabinet d'audit.
L'un d'eux a salué la gardienne avec la douceur d'un habitué, l'autre a consulté son téléphone en marchant, sans lever la tête, comme si Paris lui appartenait. Antoine a pâli. Lucien, lui, a simplement reposé sa tasse très lentement, et j'ai su, à la manière dont il a croisé les doigts sur sa mallette, que la visite ne faisait que commencer. Et moi, au milieu de mon tapis de gobelins, j'ai compris que la vraie violence ici ne viendrait pas d'un cri, mais d'un murmure parfaitement éduqué. Les deux hommes n'ont pas sonné chez moi. Ils n'en ont pas eu besoin. Je les ai vus, de loin, traverser la cour intérieure comme s'ils cherchaient simplement la bonne lumière. Ils n'avaient pas l'air pressés. Ils avaient l'air certains. La gardienne leur a ouvert avec un sourire automatique, ce sourire qu'on réserve aux gens qui paient toujours, qui ne discutent pas, qui existent dans la colonne des respectables. Ils ont monté l'escalier principal sans lever la voix, sans faire de théâtre. Un souffle de laine fine, de parfum sec, et cette manière d'occuper l'espace sans demander la permission. Antoine, lui, s'était rétréci, pas physiquement, moralement. Je l'ai regardé répondre au téléphone dans l'embrasure d'une porte, dos tourné, main sur le front, comme un homme qui tente de retenir sa peau de se fissurer. Son écran s'illuminait, froid, au rythme des notifications. Le mien, l'unique écran que je supportais encore, c'était celui de la pendule Empire dans le salon, un cadran pâle, des aiguilles qui ne mentent pas. Après leur passage, Lucien Morel est reparti en laissant derrière lui une phrase, douce comme un ruban et serrée comme un nœud. « Nous reprendrons très vite, vous savez, pour votre sécurité. » Et la porte s'est refermée, et j'ai eu l'impression que l'appartement avait perdu une partie de son air. La nuit suivante, je n'ai pas pris mes 2 comprimés, ou plutôt, je les ai posés sur ma langue et je les ai reposés dans la boîte Christofle. J'avais besoin d'entendre, de sentir, de rester entière. Vers 1h du matin, Paris est devenu un murmure. Le boulevard s'est éloigné, les voitures sont passées comme des souvenirs. Et dans ce silence-là, un autre bruit a commencé. Un ronronnement très léger, régulier, presque domestique. Pas le réfrigérateur, pas la chaudière, un bruit de machine qui travaille dans l'ombre. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre, celle en laine gris perle qui sent encore le savon de Marseille. J'ai avancé dans le couloir en suivant les tapis, comme on traverse un champ de mine avec une grâce inutile. Le parquet craquait, oui, mais je connaissais les lames. La 3e près du buffet, la 5e devant la bibliothèque, celle qui geint près de la porte du petit salon. J'ai posé mon pied exactement entre 2 nœuds du bois, là où le chêne ancien se tait. Le ronronnement venait de l'autre côté, du côté de la pièce qui donne sur l'escalier de service, la pièce qu'on appelle « office », comme si ce mot pouvait effacer l'histoire des mains qui y ont travaillé. La porte était entr'ouverte. Je n'ai pas regardé tout de suite, j'ai d'abord senti. L'air avait changé. Une odeur âcre, chimique, presque sucrée. Rien à voir avec la cire d'abeille, ni avec le vieux cuir des dossiers, ni avec l'odeur de chêne qui monte d'un meuble Louis XV quand on ouvre un tiroir resté fermé des mois. Cette odeur-là était neuve, sans passer. Et puis j'ai vu Antoine. Il était penché sur une machine posée sur une table, éclairée par une lampe froide. Une imprimante 3D. Je l'ai reconnue à cause de mon petit-neveu, qui en parle comme d'un miracle. Là, dans mon appartement, elle avait l'air d'une faute. Elle fabriquait lentement une forme, un morceau d'ornement, une volute, une feuille d'acanthe, avec une précision obscène. Antoine portait des gants fins. Il travaillait comme un chirurgien, mais ses épaules tremblaient comme un enfant. À côté, sur une serviette, reposait une pièce en porcelaine, une assiette de Sèvres, pas celle du service quotidien, une assiette de présentation, décor bleu céleste, filet d'or. Je savais, moi, que la vraie portait au revers une micro-fêlure, fine comme un cheveu, née un été trop chaud.
Je savais aussi que le vrai or, même usé, garde une chaleur particulière sous le doigt. La copie, elle, reste froide, comme un sourire sans yeux. Antoine a levé la tête. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Il a simplement posé son index sur ses livres, comme si le silence était déjà tout ce qui lui restait. Dans l'autre pièce, Raymond dormait peut-être, ou faisait prétendre. Les vieux domestiques savent dormir avec un œil ouvert sur la honte des autres. Antoine a éteint la machine. Le ronronnement s'est arrêté et le silence a pris une épaisseur terrible, presque physique. J'ai alors entendu, très loin, le cliquetis discret de l'escalier de service. Quelqu'un montait ou descendait. Et là, pour la première fois, la peur n'a pas été de perdre un objet. La peur a été de comprendre que pour sauver mon fils, je devrais peut-être apprendre à trahir ma propre élégance, sans faire de bruit. Le matin a mis du temps à entrer. Dans un appartement haussmannien, la lumière ne se donne pas, elle s'infiltre, comme une vérité qu'on aurait repoussée trop longtemps. Quand j'ai ouvert les rideaux, Paris avait cette couleur d'étain des jours où tout paraît solide, alors que tout cède. Raymond a servi le petit déjeuner comme si rien n'avait bougé dans la nuit. Les tartines alignées, le beurre posé sur une soucoupe, la confiture d'abricot dans son pot de verre. Il a même choisi les assiettes en faïence fine, celles à peine ébréchées sur le bord, un défaut que seules les mains fidèles connaissent. La fidélité chez Raymond ne se dit pas, elle se démontre par le choix d'une assiette. Antoine n'est pas descendu tout de suite. J'entendais ses pas au-dessus, hésitant, mesuré. Il évitait lui aussi certaines lames du parquet, mais chez lui ce n'était plus une technique, c'était une prière. Quand il est apparu enfin, il avait ce visage trop lisse des gens qui ont passé la nuit à fabriquer des mensonges. Sa montre connectée vibrait par à-coups, silencieuse comme un insecte. Il a attrapé une tasse, l'a reposée, puis l'a reprise. Un geste inutile, un geste d'angoisse. Raymond, lui, ne regardait pas Antoine. Il regardait la nappe. Il lissait un pli invisible avec l'obstination de ceux qui tentent de remettre en ordre un monde qui ne leur appartient plus. Je n'ai pas parlé de la nuit. Je n'ai pas prononcé imprimante ni copie. Dans notre famille, les mots sont des couteaux. On les sort seulement quand on est prêt à saigner. C'est Raymond qui a ouvert la brèche sans en avoir l'air. Il a posé le plateau de viennoiserie, puis il a dit, d'une voix douce, presque administrative, « Madame, hier soir, la porte de service n'était pas verrouillée. » Je l'ai regardé, Antoine a cessé de mâcher. Une miette est restée au coin de sa bouche, ridicule, enfantine. « C'est possible, ai-je répondu. Avec le passage des équipes, on a dû oublier. » Raymond a hoché la tête, mais ses doigts ont serré le torchon une seconde de plus. Il savait, il avait toujours su. Les gens comme lui sentent le changement d'air dans une maison avant même que les propriétaires l'admettent. Plus tard, dans le petit salon, je l'ai trouvé en train de cirer le bois du secrétaire à cylindre. Un geste lent, presque amoureux. La cire d'abeille dégageait cette odeur chaude, ancienne, qui ne ment jamais. Je me suis approchée. Il n'a pas levé les yeux. « Vous aimez trop ces meubles, Raymond, » ai-je murmuré. Il a continué, puis il a répondu « Je les aime parce qu'ils ont vécu, madame. Ils ne trichent pas. Le chêne, ça garde tout. Les mains, la poussière, les années. » Cette phrase, simple, m'a frappée comme une évidence. Ce n'était pas la beauté qui faisait l'authenticité, c'était la mémoire. La façon dont une poignée s'est polie sous des doigts impatients, la manière dont un tiroir résiste un peu avant de céder, la petite odeur de tabac froid restée dans la feutrine d'un coffret, même après 20 ans. Je me suis assise. J'ai senti tout à coup le poids de ma propre comédie. « Antoine est en difficulté ?» ai-je dit. Juste une phrase. Raymond s'est arrêté, enfin. Il a posé le chiffon, il a regardé le bois. Pas moi. Je sais, madame. Le silence a duré assez longtemps pour qu'on entende le tic-tac de ma quartier dans la pièce voisine.
ce vieux cœur mécanique qui insistait, obstiné. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» ai-je demandé. Raymond a inspiré, lentement, comme s'il devait avaler une honte qui n'était pas la sienne. Parce que on ne parle pas de ce qui abîme une maison, on le répare, on le tient. J'ai compris alors qu'il ne me trahissait pas. Il essayait, à sa manière, de sauver l'édifice et peut-être de sauver aussi son salaire impayé depuis des mois, cette dignité invisible qui s'effrite sans bruit. Au même moment, j'ai entendu l'escalier de service grincer. Une marche, puis une autre, comme un avertissement. Quelqu'un dehors connaissait déjà notre porte discrète. Le gala, je l'ai voulu comme on veut une dernière soirée avant l'hiver, un rempart de lumière contre la honte. J'envoyai des cartons ivoire, choisis une typographie fine, fait appeler un traiteur discret, un quartiot à cordes, et même ces petites bougies hautes qui donnent l'illusion d'un XVIIIe siècle docile. On disait « vente aux enchères caritatives », j'entendais plutôt « maintien des apparences ». Dans un appartement haussmannien, l'élégance n'est pas un choix, c'est une architecture. Les plafonds moulurés, les portes à 2 battants, l'enfilade des salons, tout oblige à une certaine tenue. On ne crie pas dans un lieu pareil. Le parquet vous rappelle à l'ordre. Il craque, il juge, il dénonce. Même les mensonges y marchent sur la pointe des pieds. Raymond avait organisé la circulation comme à l'époque. Service par l'escalier de service, plateau par la porte discrète, invité par la grande entrée. Il m'a dit que c'était plus fluide. J'ai compris que c'était surtout plus sûr, parce que la grande porte, ce soir-là, devait rester irréprochable. J'ai mis ma robe noire, celle qui ne brille pas, un collier de perles, simple, comme une phrase courte, ma quartier remontée à la main, geste intime, presque maternel. Antoine, lui, portait un costume bleu nuit, et son écran au poignet clignotait sous sa manche. 2 époques sur la même table. Les premiers invités sont arrivés. Des sourires polis, des compliments sur le tapis des Gobelins, des mains qui effleuraient la console directoire, sans oser la toucher vraiment. La France aime l'art, mais elle aime encore plus la façon de dire qu'elle l'aime. J'ai circulé avec une aisance apprise, et je me suis surprise à écouter, derrière les mots, les sous-entendus de classe. On admirait mon secrétaire Louis XV en murmurant « quel goût ». On demandait si les couverts étaient bien Christofle, avec ce petit plaisir de reconnaître une marque comme on reconnaît une famille. On regardait le tableau à la manière de Fragonard, en plissant les yeux, comme si l'on pouvait, à force d'être cultivé, faire apparaître la vérité. Antoine, lui, ne respirait pas au même rythme. Il surveillait les angles, les mains, les regards qui s'attardent trop. Il savait que la différence entre le vrai et le faux ne se verrait pas à l'œil nu, mais dans le détail qui résiste, une odeur d'écre ancien quand on ouvre un tiroir, la chaleur d'un argent qui a vécu, la microfêlure sur l'émail de Sèvres qui ne se reproduit pas, même avec la meilleure technologie. Quand le commissaire-priseur invité, un homme aux lunettes fines, voix douce, geste précis, a voulu simplement vérifier les poinçons, Antoine s'est avancé, trop vite. « Inutile », a-t-il dit en souriant, « tout est documenté. » Documenté, alors même que je savais l'inventaire incomplet, les actes prisonniers d'une indivision qui m'empêchait de vendre l'appartement et cette nécessité de liquide qui nous avait déjà poussés à des ventes sans trace, sans banque, sans fisc. Nous étions une famille qui possédait beaucoup et qui n'avait plus le droit de disposer de rien. Puis les serveurs ont commencé à circuler. Ils étaient irréprochables, chemise blanche, gants noirs, regard bas, trop irréprochables. L'un d'eux portait une chevalière discrète, un autre avait des chaussures trop neuves pour un métier qui use. Ils ne tenaient pas les plateaux comme des habitués, ils les tenaient comme on tient un dossier. Je les ai observés. Ils ne souriaient pas à peine.
Ils n'étaient pas là pour la soirée, ils étaient là pour notre faiblesse. Antoine a croisé mon regard. Un instant seulement, et j'ai vu dans ses yeux une supplique muette, presque enfantine. Ne fais pas de scène. Alors, j'ai fait ce qu'on fait, en France, quand on est menacé et qu'on veut rester digne. J'ai souri davantage. J'ai proposé du thé. J'ai parlé de la fondation, de la charité, des valeurs. J'ai offert des petits fours à des hommes qui venaient peut-être réclamer mon fils sans jamais hausser la voix. Et pendant que le quartuor jouait à une valse trop légère, j'ai entendu, au fond, près de la porte de service, le petit cliquetis d'une clé qu'on tourne. Quelqu'un venait d'entrer par l'escalier des ombres. Ils ne se sont pas annoncés, ils ont simplement pris place. À la faveur d'un déplacement de plateau, l'un des serveurs, celui à la chevalière, s'est glissé près de la bibliothèque comme s'il cherchait un livre. L'autre a fait mine de vérifier une nappe, mais ses yeux comptaient les sorties. Rien de brutal, rien d'illégal en apparence, une pression propre, une violence en ganglant. Les invités, eux, continuaient de flotter dans la soirée. On s'extasiait sur une paire de bougeoirs empire, on comparait les nuances d'un bronze, on citait un nom de peintre comme on pose une carte de visite. La charité donnait bonne conscience, le champagne donnait de l'oubli. Et moi, au milieu, je sentais la maison devenir un théâtre où chaque pas faisait craquer un peu plus le parquet. Antoine s'est rapproché de moi. Il n'a pas parlé. Il n'avait plus besoin. Sa montre connectée vibrait à par-à-coup une respiration artificielle, tandis que la mienne, la vieille Cartier, battait calmement, comme si elle ignorait l'urgence. Deux manières de survivre, la précipitation et la constance. Raymond est apparu à l'office une seconde, puis a disparu, silencieux, par la porte de service. Je savais qu'il allait surveiller l'escalier des domestiques, cet axe secret de l'immeuble où l'on fait circuler ce qu'on ne veut pas exposer. Les beaux immeubles ont toujours eu une colonne vertébrale cachée. Puis, Lucien Morel est revenu. Je ne l'attendais pas si vite, c'est pourtant le propre des gens qui ont un pouvoir tranquille. Ils reviennent quand ça leur chante et ils appellent cela un suivi. Il a traversé le salon comme s'il appartenait à l'enfilade des pièces. Il a salué quelques invités, a échangé 2 phrases érudites, a complimenté le tapis des Gobelins en mentionnant d'un ton innocent la densité du tissage. Tout le monde a souri, flatté, sans comprendre que cet homme venait d'entrer dans notre intimité par la porte de la culture. Il s'est approché du tableau. Le faux Fragonard, notre soleil malade. Il a incliné la tête comme un médecin devant une radio, puis il a dit doucement « Je vous remercie de m'accueillir ce soir, Madame Beaumont. Je ne serai pas long. Je voudrais simplement vérifier un point technique pour votre dossier. » Pour votre dossier, la phrase qui ressemble à une protection et qui en réalité resserre la laisse. Antoine s'est figé. Je l'ai senti avant de le voir. L'air autour de lui s'était tendu. Le parquet, lui, semblait attendre le mauvais pas. Lucien a sorti de sa mallette un petit instrument, mince, presque élégant, une lampe UV de poche. Rien d'agressif, une curiosité de professionnel. Un objet qui, dans une autre vie, aurait pu servir à admirer un vernis et qui, ce soir, devenait une guillotine. « Juste un instant », a-t-il murmuré. Il a levé la main vers le cadre. À cet instant précis, j'ai compris que le vrai drame n'était pas l'argent, ni même la perte, c'était la chute du masque. La seconde où les invités, la gardienne, les voisins sauraient. Et en France, la honte est plus lourde qu'une dette. Je me suis avancée. Avec une douceur étudiée, avec cette grâce des femmes qui ont appris à ne jamais courir même dans un incendie. J'avais un verre de Bordeaux à la main, un rouge profond, presque noir. Je l'ai levé,
comme pour porter un toast, comme pour faire rire, comme pour exister encore un peu dans la lumière. Et j'ai laissé mon poignet glisser. Une maladresse parfaite. Le vin a jailli, lentement d'abord, puis en nappe chaude, comme du sang qui ne veut pas se cacher. Il a éclaboussé la toile, a pénétré le vernis, a dessiné des veines sombres sur le visage poudré d'une femme peinte. Un rouge obscène sur une scène raffinée. Un murmure a parcouru la pièce. « Oh, madame !» Lucien a reculé d'un pas. Antoine a porté la main à sa bouche, comme pour retenir un cri qu'il n'avait pas le droit de pousser. Moi, j'ai posé le verre vide sur une console, tranquillement. J'ai saisi une serviette. J'ai essuyé, doucement, comme on essuie une faute sur un tissu précieux. « Quelle idiote je fais !» ai-je dit avec un sourire pâle. Et tandis que les invités s'agitaient avec cette compassion mondaine qui ne coûte rien, j'ai levé les yeux vers mon fils. Nos regards se sont accrochés. Une seconde de trop. Il a compris. Lucien a compris. Et moi, j'ai compris surtout ceci. Depuis longtemps déjà, nous jouions tous les deux. Lui pour me sauver de la vérité, moi pour le sauver de la chute. Le vin coulait encore, goutte à goutte, et dans ce bruit minuscule, j'ai senti que notre alliance venait de se sceller non pas dans la confiance, mais dans le secret. Quand la dernière voiture a quitté la cour, le silence a repris possession de l'immeuble comme un majordome qu'on rappelle à l'ordre. Les rires s'étaient évaporés, les compliments aussi. Il ne restait plus que l'odeur du vin renversé, sucrée, lourde, et celle plus fine de la cire chauffée par les pas. Le parquet avait trop parlé ce soir. Il craquait encore, par endroits, comme une conscience qui refuse de s'endormir. Raymond a refermé la porte principale à double tour, puis il est revenu vers moi sans un mot. Il a ramassé une serviette oubliée, remis un coussin en place, effacé les traces visibles, comme on fait disparaître une scène de crime domestique. Son élégance à lui, c'était l'effacement. Antoine s'est tenu debout près du tableau, immobile, les mains pendantes. Sous la lumière tamisée, les coulures rouges avaient séché en traînées brunes. Le visage peint semblait pleurer. On aurait dit un aveu. Lucien Morel n'avait pas insisté. Il avait salué, remercié, promis de recontacter. Son pouvoir tenait dans cette politesse. Il ne menace pas, il rappelle qu'il peut. Je me suis assise. J'ai senti soudain une fatigue ancienne, la même que le jour de l'enterrement de mon mari. Non pas la douleur, mais la nécessité de continuer à tenir droite. « Viens », ai-je dit. Ce n'était pas un ordre, pas une supplique, un simple mouvement de la tête vers la table du petit salon. Là où les confidences se font sans dramatisation, parce que les murs sont épais et les voisins trop curieux. Antoine a obéi. Sa montre connectée s'est rallumée d'un éclat inutile. Ma mienne, la Cartier, battait avec son entêtement d'époque. Je lui ai servi du thé. Encore. Toujours. Je n'avais plus que ce rituel-là pour empêcher mes mains de trembler. La théière de Sèvres a fait son petit soupir quand l'eau a rencontré la porcelaine. Au fond du salon, on entendait à peine la ville, comme si Paris retenait son souffle avec nous. « Maman, a-t-il commencé. Je l'ai arrêté d'un regard. Les confessions trop longues sont un luxe. Nous n'avions plus de luxe. Le tableau, ai-je dit simplement. Il a baissé les yeux. Ses épaules se sont affaissées, comme si le costume bleu nuit venait de perdre sa doublure. J'allais le perdre. Ils allaient tout voir, tout. Je me suis penchée vers lui, pas avec tendresse, avec lucidité. « Antoine, ce tableau est faux depuis longtemps. » Il a relevé la tête incrédule. Son visage s'est crispé comme un enfant qu'on prive d'une croyance. « Quoi ?» J'ai laissé un silence s'installer, juste assez pour que le tic-tac de ma montre remplisse la pièce. Puis j'ai continué, d'une voix égale, presque plate, comme on récite un inventaire. Ton père l'a acheté en opportunité, il y a des années. Il savait. Je savais.
On a gardé le cadre, la signature, la mise en scène, parce que c'est ce que les gens veulent, une histoire à accrocher au mur. Antoine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait l'air d'avaler une humiliation. Mais tout le reste, les meubles, les pièces, tu ne peux pas me dire que... Je l'ai interrompu, doucement. Les pièces les plus précieuses, je les ai vendues il y a 10 ans. Il a blêmi. 10 ans? Quand tu es parti aux États-Unis, les frais, les loyers, les inscriptions, les urgences. On ne touche pas à un appartement en indivision sans déclencher des papiers, des taxes, des contrôles. Et puis je n'avais pas le droit de vendre seul, alors j'ai fait ce qu'on fait quand on veut du liquide sans que le fisc vous respire dans la nuque. J'ai vendu discrètement. Une garniture de cheminée en bronze, une paire de bougeoirs marqués, un plateau d'argenterie Christoffel. Celui-là, je l'ai gardé le plus longtemps possible, parce que c'était ma dernière preuve d'appartenance. Le mot d'appartenance a tremblé, non pas dans ma voix, mais dans l'air. Antoine a pris sa tête entre les mains. Et moi je t'ai menti, je t'ai fait croire au crypto, à la réussite, à... Il s'est arrêté, honteux, incapable de finir la phrase. La réussite, cette religion rapide, sans racines. Je l'ai regardé, longtemps. Tu m'as donné une fierté provisoire, ai-je dit. Moi, je t'ai donné une sécurité provisoire. Nous avons échangé des illusions, comme deux gens qui se passent une couverture trop courte. Il a levé vers moi des yeux rouges, mais il n'a pas pleuré. Il s'est contenté de respirer plus fort, comme si le simple fait de rester vivant était déjà un effort. « Ils veulent l'appartement », a murmuré Antoine. « Ces hommes, ce ne sont pas des voyous, ils sont pires. Ils sont propres, ils ont des avocats, ils ont des contrats, ils ont des façons de te détruire en te souriant. » Je l'ai entendu. Et j'ai senti en moi quelque chose de dur, de très ancien se redresser. « Alors nous allons rester polis, » ai-je répondu, « et nous allons être plus intelligents qu'eux. » Dans le salon, le tableau taché de rouge nous regardait comme un témoin, et pour la première fois depuis des années, je n'ai plus voulu sauver l'apparence. Je voulais sauver mon fils sans perdre ce qu'il me restait de dignité. Le lendemain, Paris avait repris son visage de pierre claire, comme si la nuit n'avait été qu'un mauvais pli dans une nappe. Mais chez nous, le pli restait. Il courait sous les moulures, dans les angles, jusque dans l'escalier de service, ce boyau discret où les secrets circulent mieux que l'air. Antoine a passé la matinée à marcher d'une pièce à l'autre, évitant les lames qui craquent, comme s'il craignait de réveiller la honte. Son téléphone vibrait, puis se taisait. Des messages sans ponctuation, des relances polies, des phrases courtes qui font plus peur que des insultes. Moi, j'ai fait ce que font les femmes de ma génération quand tout se dérobe. J'ai rangé. Pas pour nettoyer, pour réfléchir. Chaque objet repris en main me rendait un peu de gravité. La porcelaine de Sèvres, le coffret Christoffel, la clé lourde du secrétaire Louis XV, tout me disait « Tu es encore là, tu peux encore choisir ». À midi, j'ai demandé à Antoine de me donner son téléphone. Il a hésité, puis il l'a posé sur la table comme on pose une arme. Les messages venaient d'un numéro français, mais le ton était international, impeccable, froid, presque courtois. Il demandait un rendez-vous pour régulariser, parlait de préjudice, évoquait l'appartement comme si c'était déjà une ligne d'actifs dans leur inventaire. Aucun mot de trop, pas un seul coup d'éclat. Juste cette cruauté des gens qui savent que la loi peut être une corde et qu'ils tiennent le nœud. J'ai appelé un avocat, pas un grand nom de presse, non, un homme discret, solide, recommandé par une amie de jeunesse qui ne parle jamais de ce qu'elle a vu au tribunal. Maître Dubois est arrivé en fin d'après-midi, manteau sombre, serviette en cuir usé. Il n'a pas fait de commentaires sur les meubles. Il a regardé mon visage. C'est là qu'il a compris. Raymond a servi du café dans des tasses simples. Maître Dubois a écouté. Il a posé des questions courtes. Antoine répondait avec la voix basse de ceux qui se détestent un peu d'avoir été naïfs. L'avocat a hoché la tête, puis il a dit calmement « Ils ne sont pas des voyous, ils sont organisés.
Il compte sur votre peur et sur votre silence. On va leur opposer des traces, du concret, du légal. » Le mot « légal » m'a soulagée comme une couverture qu'on remet sur les épaules. Maître Dubois a demandé à voir les menaces. Il a fait ce qu'il fallait. Capture, impression, datation, tout ce qui transforme un murmure en pièces. Il a parlé de constat d'huissier pour figer les messages, de main courante pour inscrire l'existence de pression, de plainte si les mots se faisaient plus précis. Il a dit aussi cette phrase que je n'oublierai jamais. Ne cherchez pas à être plus malin qu'eux dans le noir, soyez plus clair qu'eux en pleine lumière. Alors, nous avons préparé la lumière. Nous leur avons répondu. Antoine avec des mots dictés par Maître Dubois. Il acceptait un rendez-vous pour étudier une solution amiable, ici, à l'appartement, à une heure précise. Il ajoutait qu'il serait accompagné. Pas de menace, pas de défi, une politesse qui ferme la porte. Et nous avons organisé l'espace comme une scène. La grande entrée resterait ouverte, irréprochable, pour que rien ne ressemble à un guet-apens. Le petit salon serait prêt, table dégagée, documents alignés. Raymond se tiendrait près de la porte de service, non pas pour jouer les gardes, mais pour diriger les circulations, et surtout pour être témoin. Un témoin sobre vaut parfois plus qu'un coup d'éclat. Maître Dubois, lui, a appelé un huissier, un vrai, pas un ami, pas un bricolage, un professionnel, capable de constater ce qui se dit, ce qui se montre, ce qui se remet. Je ne savais pas encore comment tout cela allait se dérouler, mais je sentais dans cette rigueur une force ancienne, celle du papier, du cachet, de la procédure. À 19h, les deux hommes sont arrivés. Ils avaient changé de tenue comme pour un vernissage, manteaux impeccables, gestes mesurés. L'un a même complimenté l'odeur de cire, comme s'il venait admirer une maison, pas réclamer une vie. Je les ai accueillis avec mon plus beau sourire. « Messieurs, je vous en prie, du thé ?» Ma main n'a pas tremblé en versant. La théière de Sèvres a retenu une goutte, puis l'a laissée tomber, lente comme une ponctuation. Ils se sont assis, ils ont parlé doucement, ils ont prononcé des chiffres, ils ont proposé des arrangements, ils ont glissé à mots couverts qu'un scandale serait dommage, qu'un voisin pourrait entendre, qu'une gardienne pourrait parler. Et pendant qu'ils déroulaient leur cruauté satinée, j'ai pensé « Voilà donc le moment où l'élégance meurt, non pas dans un cri, mais dans un chantage chuchoté. » J'ai reposé ma tasse. « Je comprends, » ai-je dit. « Alors, faisons les choses correctement. » La porte du couloir s'est ouverte sans bruit. Raymond a laissé entrer Maître Dubois, suivi d'un homme que je n'avais jamais vu, au visage neutre, portant une sacoche fine. L'huissier a simplement salué. Et pour la première fois, j'ai vu l'assurance quitter les yeux de nos visiteurs. Juste une seconde, mais cette seconde, dans un appartement où le parquet se souvient de tout, a résonné comme un craquement de vérité. Ils ont tenté de garder le visage lisse. C'est leur talent, ne rien laisser paraître, même quand on comprend qu'on n'est plus maître de la pièce. L'huissier a posé sa sacoche sur la table, a sorti ses documents avec une lenteur presque cérémonieuse. Dans notre monde, le papier est une arme, mais une arme qui ne saigne pas, qui coupe autrement. Maître Dubois s'est assis sans demander la permission. Il n'a pas regardé les moulures, ni le tapis des Gobelins, ni le tableau taché de vin. Il a regardé les deux hommes, comme on regarde une mécanique. « Messieurs, a-t-il dit, nous allons reprendre depuis le début, calmement. » L'huissier a annoncé son identité, a expliqué ce qu'il venait constater. Les mots étaient simples, précis, rien de théâtral. La précision, c'est ce qui fait trembler les gens qui vivent d'allusions. Les deux hommes ont protesté, très poliment. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas menacé, seulement proposé, qu'ils étaient là pour trouver une solution, qu'il n'y avait aucun problème à discuter entre adultes. Maître Dubois a souri à peine. Une solution, très bien. Alors nous allons parler de votre qualité, de vos mandats et des sommes que vous réclamez. Et nous allons le faire en présence d'un officier ministériel. Le premier homme a pris un air offensé, comme s'il était insulté dans son honneur. Le second a gardé son sourire, mais ses yeux ont cligné plus vite.
Antoine, à côté de moi, respirait trop fort. Je lui ai posé la main sur le poignet. Pas pour le consoler, pour lui rappeler qu'il devait rester immobile. Dans un appartement haussmannien, même une respiration trop visible peut devenir une indiscrétion. L'huissier a demandé leurs cartes. Ils les ont données. Elles étaient parfaites. Nom, société, adresse, trop parfaites. Maître Dubois a sorti son téléphone et a fait une vérification immédiate. Un nom de société qui ressemblait à une vraie structure, mais dont l'adresse renvoyait à une boîte de domiciliation. Une façade, encore une. Ils ont compris qu'on les regardait enfin avec la même froideur qu'eux. Alors ils ont changé de stratégie. Ils ont glissé, doucement, une phrase sur le voisinage, sur « votre réputation, madame », sur le fait qu'il serait dommage que certains apprennent les difficultés de votre fils. C'était cela leur arme, la honte sociale, la peur du bruit, la peur de perdre l'élégance. J'ai senti mon estomac se contracter. Pas de colère flamboyante, une douleur nette, comme une couture qui craque. Et j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai gardé mon sourire. « Vous avez raison », ai-je dit. « Le voisinage est sensible. » Je me suis levée, j'ai traversé le salon en contournant la lame de parquet qui craque près de la bibliothèque. J'ai pris dans le secrétaire Louis XV une chemise déjà prête. Maître Dubois l'avait constituée la veille, avec l'huissier, capture d'écran, impression, relevé de rendez-vous, traces d'identité et même les mentions de la soirée. Ces hommes, vus par la gardienne, leurs passages, leurs échanges. Je suis revenue m'asseoir. « Voici ce que nous allons faire », ai-je dit, calmement. « Vous allez cesser tout contact direct avec mon fils. Toute communication passera par notre avocat. Vous avez le droit de réclamer ce que vous estimez dû, par les voies légales. Rien d'autre. » Le premier homme a eu un petit rire, un rire sec, presque attendri. « Madame, vous savez bien que la loi est lente. » Maître Dubois a répondu sans hausser le ton. « La loi est lente, oui, mais elle laisse des traces. Et vous, messieurs, vous en laissez déjà beaucoup. » À cet instant, l'huissier a noté une phrase mot pour mot. J'ai vu l'écrire, et j'ai compris qu'ils venaient de perdre leur terrain, l'ambiguïté. Parce que l'ambiguïté, une fois écrite, devient une preuve. Ils se sont levés, ils ont rassemblé leurs manteaux, toujours polis, toujours impeccables. Ils ont promis de revenir vers nous. Maître Dubois a rappelé très calmement qu'une main courante serait déposée dès le lendemain, qu'un constat d'huissier serait transmis et qu'en cas de nouvelle pression, une plainte serait envisagée. Ils ont quitté l'appartement par la grande porte, pas un mot plus haut que l'autre. La gardienne leur a tenu la porte, comme toujours. Quand le silence est revenu, Antoine s'est effondré sur une chaise, sans bruit. Son visage s'est froissé, non pas de larmes, mais de fatigue. Raymond est venu, a remis une tasse à sa place, a éteint une bougie trop courte. Le monde reprenait ses angles. Quelques semaines plus tard, nous avons quitté l'appartement. Pas en fuite, en retrait. L'indivision, les procédures, tout cela prend du temps. Maître Dubois nous avait expliqué, il fallait attendre, consolider, éviter les gestes qui déclenchent le fisc, ne pas faire d'erreur. Nous avions choisi la seule richesse encore disponible, la patience. Nous avons trouvé une petite maison en Normandie, rien d'exceptionnel, des volets qui grincent, un jardin modeste, une cuisine où l'on entend la poulie comme une conversation. Le premier matin, j'ai posé sur la table une tasse ordinaire, pas de Sèvres, pas de Christoffel, une simple céramique blanche, et j'ai ressenti une légèreté presque coupable. Antoine, ce jour-là, a remonté ma quartier avec moi. Il a tourné la couronne prudemment, comme on soigne un vieux cœur. Sa montre connectée était restée dans un tiroir. Nous n'avions plus de tapis des Gobelins, plus de secrétaire Louis XV, plus de tableaux. Nous avions la vérité et le silence, enfin, partagé. Et c'est là que j'ai compris la chose la plus dure. La véritable humiliation n'avait pas été de perdre des objets, ni même de risquer l'appartement. La véritable humiliation avait été de devoir servir du thé, sourire et parler de charité à des hommes qui venaient acheter notre peur. Mais ce matin normand, devant une tasse banalement chaude, j'ai senti que l'élégance n'était pas morte. Elle avait simplement changé de forme. Elle n'était plus une façade. Elle était devenue une résistance. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que cette histoire m'avait réellement appris. Pas sur l'argent, pas sur les objets,
mais sur cette ligne invisible que tant de femmes de ma génération ont appris à ne jamais franchir, celle entre la dignité et le silence. On nous a élevés avec l'idée que la tenue sauve tout, qu'un sourire bien placé vaut mieux qu'un conflit, qu'il faut protéger la façade pour préserver la famille. Alors nous avons appris à plier sans rompre, à encaisser sans bruit, à transformer l'angoisse en élégance, jusqu'au jour où cette élégance devient une prison. J'ai compris aussi que les objets, si beaux soient-ils, ne valent rien sans la vérité qui les accompagne. Un secrétaire Louis XV peut être vide, une porcelaine de Sèvres peut être froide. À l'inverse, une tasse ordinaire posée sur une table simple peut contenir plus de paix que tous les salons dorés. Ce ne sont pas les biens qui nous définissent, mais ce que nous acceptons de sacrifier pour les conserver. Et puis il y a cette leçon plus intime encore. Protéger ses enfants ne signifie pas tout leur cacher. L'amour, quand il se nourrit uniquement d'illusions, finit par fabriquer de la solitude des deux côtés. J'ai cru bien faire en taisant mes renoncements. Mon fils a cru me rassurer en inventant sa réussite. Nous nous sommes aimés à travers des mensonges polis, jusqu'à ce que la vérité enfin nous réunisse. Alors je vous pose ces questions, à vous, qui écoutez cette histoire, peut-être en silence, peut-être en haussant la tête. Jusqu'où êtes-vous allé ou allé pour préserver les apparences? Avez-vous déjà souri face à une injustice simplement pour éviter le scandale? Avez-vous déjà protégé quelqu'un au point de vous oublier vous-même? Et surtout, à quel moment avez-vous compris que le prix à payer devenait trop élevé? Si cette histoire résonne en vous, si elle a réveillé un souvenir, une colère tue, un choix jamais raconté, je vous invite à le partager. Votre histoire mérite d'être entendue. Pas embellie, pas dramatisée, simplement dite, avec vos mots, votre vérité. Écrivez-la, racontez-la, en commentaire ou par message. Parce que derrière chaque façade bien tenue, il y a une vie qui demande parfois juste le droit d'exister sans jouer un rôle. Et peut-être qu'ensemble, en brisant ce silence élégant, nous redonnerons enfin à la dignité sa plus belle forme, celle de la vérité partagée. Like, let me eat a fucking Five Guys without feeling like I'm gonna have a panic attack at 11 a.m. on a Monday, you know? I'm a fucking houseplant. I need daylight. Actually, a houseplant doesn't need daily exercise. I need at least an hour or 40 minutes to an hour of exercise every day. I'm a Labrador, is what I am, actually. I'm a fucking Labrador. I need the same food every day. I need to be walked and watered. I'm a fucking Labrador. I've got that dog in there. The dog needs to be fucking euthanized. That's a joke. Can't a girl dive face first into Five Guys on a Monday morning without being weird? Exactly. We still haven't added the fucking counter. Back. Ugh. Are you a succulent fern or an orchid? Ooh. If I was to be a plant, I think I'd be a fern because I'm sensitive. Sorry for saying the euthanized joke. It's funny. It's from a meme. That's why I said it. I've added it in Discord, thank you. Ferns are dramatic as fuck. Exactly. Exactly. Orchids are a nightmare to me. Hey! See, look, that was two very different approaches to talking to the streamer right there between Goobs and Dips. Goob said, well, ferns are dramatic as fuck, though, inferring that